Salut à tous, c'est Adrien, bienvenue dans un nouvel épisode du Dunk Hebdo NBA Podcast, un épisode décalage horaire à la veille des finales NBA puisque ça y est, on sort tout juste des finales de conférence. Nous avons nos premiers trophées Magic Johnson et Larry Bird pour cette année. Mais avant de revenir sur tout ça, donc la première partie de l'équipe décalage horaire, c'est celui qui fait de la tachycardie à 5 heures du matin en ce moment. Mais pour le moment, il tient le coup. C'est Alan. Ça va, Alan? Ouais, ça va très bien. Ça va mieux. Ça va mieux qu'à la prise de tir de Jimmy Butler, Ouais. dont on va reparler. Ma vie a défilé à ce moment-là. Et donc l'autre partie décalage horaire, autre style, celui qui enregistre ce podcast le matin, puisqu'il est donc 1h du matin en France. C'est quoi? Il est 8h chez toi, Ben, c'est ça? Ouais, j'ai 8h. Annyeonghaseyo Yorobun. Il est 8h du mat. Bonjour tout le monde. Il est 8h du mat. Donc, l'idée du podcast matinal, c'est bien sur le papier. Quand tu commences à te réveiller pour enregistrer, c'est tout de suite. L'idée paraît moins géniale, hein, tout de suite. On va faire une expérience. Une expérience décalage horaire pour parler. On va revenir d'abord sur les finales de conférence, évidemment, qui viennent de se terminer, pour faire un début de preview également sur cette finale NBA 2022, puisque ça y est, on y arrive. Évidemment, avant de rentrer dans le vif du sujet, on vous rappelle le protocole. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, sur Twitter notamment, sur les plateformes de podcast, celles que vous préférez bien sûr. Si vous pouvez noter, n'hésitez pas, ça nous fait toujours plaisir. Évidemment, sur Acast, vous nous retrouvez. Et puis, écoutez, on est parti. Après la petite pause, on fait ça? C'est parti. Allez, c'est parti. Alors nous y sommes, on connaît notre affiche des finales NBA 2022. Nous aurons les Warriors de Golden State et les Celtics de Boston, qui donc se sont sortis des finales de conférence. Je vous propose de revenir d'abord sur ces séries-ci. Et la première qui s'est terminée le plus rapidement, c'est celle de l'Ouest. C'est les Warriors contre les Mavericks de Luka. Alors, peut-être la série sur laquelle on a moins de choses à dire, parce qu'elle s'est passée plus rapidement, elle a suivi un schéma qu'on avait un peu vu venir. On va commencer par les impressions générales, je pense, avant de revenir dans le détail. Pas surpris, Ben? Pas surpris. Je trouve que le soufflet est retombé très vite, en fait, pour Dallas, même plus vite qu'on pouvait l'anticiper. L'adresse qui est plus présente, contrairement à la fin de série, aux deux séries précédentes, et notamment la fin de série contre Phoenix. Et puis tout de suite, les faiblesses ont été vues. Enfin, Maxi Kleber, quand il est sur séquence et qu'il doit protéger le sac, c'est pas possible. Et face à une attaque aussi bien huilée, parce que je pense qu'on a sous-estimé. On parle beaucoup de force, je sais pas, de rating offensif parfois, mais on sous-estime peut-être la construction de l'attaque face à une attaque construite comme les Warriors. Ils ont eu énormément de mal. On a pu voir aussi que Luka, on peut voir peut-être, alors on extrapole là, mais les limites sur séquence de l'héliocentrisme exagéré, c'est-à-dire vraiment qu'à ce stade de compétition, quand on est face à un joueur qui a joué beaucoup de matchs à haute intensité avant, c'est très compliqué. Parfois, il traîne un peu sa peine et parfois, c'est même compliqué pour lui et pour ses coéquipiers. Lui, c'est une équipe qui basait quand même beaucoup son succès sur l'adresse, on l'avait dit. La défense qui avait tenu contre les Suns, là, ça tient moins bien et ils perdent. J'avoue que c'est une série où j'ai l'impression on nous a très vite donné le ton, et autant de l'autre côté, on a eu des espèces d'un peu des changements d'impression, à se dire à un moment, c'est peut-être Miami qui va passer, c'est peut-être Boston. Celle-ci, après le match 2, ça commençait à devenir très clair que ça allait être Golden State, quoi. Ouais, Ben l'a dit, Alan, tu en avais aussi parlé dans le podcast, la variance au niveau de la réussite des tirs, des role-players, des Mavs, qui a été un peu la clé finalement de cette série. Ouais. Moi, je suis un peu déçu parce que moi, j'avais pick Dallas en 7. J'étais vraiment dans la continuité des playoffs de Luka sur les deux premières séries. Et pour moi, ils avaient cette deuxième option. Jalen Brunson a fait des playoffs de deuxième option en deuxième porteur de balle. Juste comme l'a mentionné Ben, on est tombé sur une série de matchs de réussite de variance basse des role-players, sauf le 2, parce que dans le 2, même s'ils le perdent, ils mettent dedans, en réalité. Et il leur fait très mal ce match 2 d'ailleurs, parce qu'ils mettent dedans. Mais il menait en plus de 20 points. De 20 points. Ouais, c'est ça. Et puis on a eu aussi, comme l'a mentionné Ben, tu peux pas aller très loin en playoff quand t'as pas un bon protecteur de cercle et quand tu peux pas trop défendre le drive. Cette combinaison des deux, c'est vraiment compliqué. Ils avaient réussi à le faire contre Phoenix, parce que Phoenix avait beaucoup moins de joueurs virevoltants, ballon en main, pour casser les premiers trucs. Donc, mais sinon, c'est vrai que ça n'a pas été simple pour eux de vraiment je les ai jamais sentis à
matcher avec les Warriors, quoi, en termes d'intensité ou en termes de shot making. Et personnellement, j'avais sous-estimé les Warriors, peut-être parce que je les ai vus être la meilleure équipe de tous les temps, être une des meilleures dynasties, donc leur version moins forte reste quand même une version excellente. Voilà. Ouais, tout à fait. Je pense qu'on va plus parler des Warriors forcément, mais pour finir sur ce bilan des Mavs, vous l'avez bien dit, il y a cette histoire de réussite. Il y a aussi la fatigue de Luka Doncic, tu l'as dit Ben, parce qu'ils ont quand même réussi régulièrement dans la série à matcher les Warriors, comme tu disais Alan, mais sur 2 quarts-temps en général, sur une mi-temps, en début de 3e. Et au bout d'un moment, tu voyais Luka qui était aussi assez ciblé de l'autre côté du terrain. Les Warriors ont identifié. En fait, les Warriors ont stratégiquement identifié les faiblesses de Dallas que tout le monde voyait un peu, mais on se disait ça s'est passé contre les Suns, donc pourquoi ça passerait pas contre les Warriors qui, comme tu le disais Alan, étaient pas vus non plus comme transcendants, et ils ont des limites, on pourra en reparler. Mais voilà, les Warriors ont su exploiter ça avec un Andrew Wiggins aussi très bon. Je pense que All-Star Andrew Wiggins a mérité son titre sur cette série, notamment dans le slashing, dans l'attaque du panier. Il a fait très mal, effectivement, où quand Maxi Kleber met pas ses tirs, t'as pas de protection de protecteur de cercle et tu te fais pilonner, là où on n'a pas su le faire d'ailleurs les Suns. C'est là où il faut rappeler aussi les 2 premiers matchs de la série contre les Suns. C'est là où on a pu être dur dans notre bilan des Suns. C'est qu'en réalité, ils tiennent cette série et ça reste une équipe qui, j'aime pas vraiment réfléchir comme ça, mais si on rejoue cette série 20 fois, on peut penser que les Suns la gagnent plus de 10 largement, et c'est bon pour Dallas parce c'est la première campagne de playoff où ils ont pu jouer autre chose que les Clippers pour Luka, et où ils ont pu avoir différents match-ups. Mais effectivement, c'est une équipe qui était trop juste à ce stade pour penser au final NBA contre une équipe des Warriors. On en parlera, Alan a eu raison, où plus le temps avance, plus je me dis qu'on est beaucoup trop influencé par le fantôme des années précédentes et qu'on leur donne pas assez de crédit parce que ils sont en finale NBA en ayant eu 3 séries qu'ils ont plutôt gérées, même si contre Memphis il y a eu des moments où on était plus dans le doute. Les voilà en finale NBA sans avoir été vraiment inquiétés. Ouais, c'est ça, on a finalement une équipe, on retrouve, tu vois, un parallèle avec les Suns que je vais faire des Mavs, on retrouve une équipe qui se retrouve à son plafond parce qu'elle n'était pas construite pour aller au-delà de ces finales de conférence. C'est déjà, la saison est réussie du côté de Dallas, je pense que globalement, ils sont satisfaits, ils l'ont dit d'ailleurs dans les différentes interviews, qui sont plutôt satisfaits de ce résultat final, contrairement donc à des Warriors, qui, même si c'est pas les grands Warriors, comme tu disais Alan, t'as quand même, donc Andrew Wiggins, il paye, du côté de Golden State, ça paye cher, et puis voilà, t'as le mélange d'expérience. On a retrouvé Klay Thompson sur certaines séquences, pour terminer la série sur le Game 5. Klay Thompson qui met ses tirs. Alors la sélection de tirs de Klay Thompson, c'est autre chose. Je pense qu'on faudra en parler quand il faudra affronter les Celtics. On pourra peut-être être un peu plus précautionneux, monsieur. Mais voilà, on a vu des Warriors qui étaient qui étaient prêts, qui étaient construits, qui avaient la profondeur malgré. Voilà, on a vu des minutes de joueurs peut-être un peu plus frais, un peu plus frêles, des Moses Moody, des Jonathan Kuminga. Il y a l'absence de Gary Payton qu'on va peut-être revoir en finale. Mais des Warriors plus près finalement que les Mavs. Clairement. Puis plus d'armes, même Poole qui n'a pas été autant ciblé, je trouve, quand il était sur le terrain défensivement, qu'on aurait pu le penser. Poole a extrêmement bien commencé les playoffs, a été un peu moins bon contre Memphis parce qu'il se faisait bien cibler d'ailleurs. Contre Dallas, ça n'a pas été trop le cas. Et puis ouais, même tu vois, il arrive à ressortir Belichick à un moment qui joue et qui apporte ce qu'il doit apporter. Parce que Otto Porter peut pas jouer sur ce match-là. Kevin Looney, moi je pensais qu'il était quasiment injouable contre Luka, c'est-à-dire que ça on aurait pu avoir comme Ivica Zubac. En fait non, il a pu jouer. Alors non, c'était Will Chamberlain en fait. J'ai beaucoup de gens vraiment donner énormément de crédit à Looney. En fait quand tu joues avec Steph Curry et Klay Thompson, tellement les équipes ont peur loin du ballon. Et des fois on défend à 3, on suranticipe à 2 par exemple ou 3 sur Steph. Il a eu plein de lay-ups faciles, alors il l'aimait, mais son job a été assez simplifié, mais juste c'est défensivement où il a réussi à rester sur le terrain avec du drop. Draymond qui est arrivé un peu en second rideau dans un rôle, je compare pas à Giannis, mais un rôle un peu Giannis et Brook Lopez, c'est-à-dire il arrivait derrière, il prenait pas vraiment le premier contact et tout ça. C'est pour ça que ça m'intéresse vraiment de savoir comment ils vont défendre Boston, parce qu'ils ont plein de schémas différents, avec ou sans Looney, avec ou sans Green. Donc ouais, franchement, Kerr et le staff des Warriors ont fait un taf. C'est-à-dire que quand les Warriors jouent des playoffs, les Warriors arrivent en finale sous Steve Kerr, voilà. Finalement. Donc, il a perdu 2 séries, c'est 2 fois en finale. Voilà.
Je pense que on va en rester là pour le moment parce qu'on va pouvoir reparler des Warriors un peu plus en profondeur pour cette preview finale avec une autre approche, donc une autre équipe en face, équipe qui s'est sortie, comme tu l'as dit Ben, d'une finale de conférence plus acharnée, où on a eu des moments où on a l'impression que c'était une équipe qui prenait le pas sur l'autre, des changements d'ambiance du côté des fans aussi. C'est pour ça qu'on est content qu'Alan soit toujours parmi nous. Ça n'a pas toujours été évident et ça s'est terminé en 7 matchs à Miami, alors que Boston avait la possibilité de conclure à la maison et finalement Celtics qui gagnent leurs 3 derniers matchs à l'extérieur d'ailleurs pour remporter la finale de conf. Bon, Alan, je te laisse la parole pour commencer déjà. Soulagé parce que je voulais aller en finale quand j'avais une fenêtre de tir que je pensais être présente. On en parle souvent, faut pas rater ce genre de fenêtre. Et là, il y avait une vraie fenêtre parce que Miami était le premier seed, Miami était une excellente équipe de saison régulière, Miami avait une superstar de playoff, Miami était à la fois un peu blessé, pas à 100%, et n'était pas une équipe historique, une équipe battable. Donc dès que tu arrives en finale de conf, contre une équipe comme ça, ne pas passer et reste un peu une déception. C'est pour ça que 2020 était une déception dans la bulle. Donc même si ça n'a pas été tout le temps facile, tout le temps beau, même si il y a eu des facteurs blessures, mais je trouve qu'il y en a eu des deux côtés, parce que Horford loupe le match 1, Marcus Smart loupe le match 1 et le match 3 et le match 4. Robert Williams n'est pas à 100%. Enfin, hier, quand on le voit jouer dans le 4e quart, il joue 2 minutes et tout de suite, Udoka sort parce qu'il peut pas jouer à cause du ménisque. Donc, il y a aussi, alors, c'était moins important qu'à Miami, je pense. Laurie n'était vraiment pas à 100%. Hero, hier, il a joué, mais il pouvait pas jouer. PJ Tucker a dit aussi qu'il était blessé hier, c'est pour ça qu'il avait joué moins de 20 minutes. Donc, c'était plus compliqué pour Miami. Mais, ouais, grosse série. Je pensais que ça allait se finir en 6, honnêtement. Je pensais que Boston avait pris ce momentum après le match 5, où vraiment la défense prenait le pas. Moi, j'étais assez déçu de l'attaque de Miami, entre guillemets, sur les 7 matchs. Mais, oui, c'était dû à des causes de blessures et tout ça, mais je trouve qu'on est tombé dans de l'héliocentrisme de Jimmy Butler, plus qu'autre chose, et qu'en fait, les role-players ont failli. Ils ont rien mis dedans, dans les matchs 5, dans le match 4, dans le match 7, et donc, tout Butler qu'il est, tu pouvais pas gagner. Effectivement, le match 6 t'es tombé sur un Jimmy Butler de grand gala. Effectivement, on va revenir sur les Celtics. Ben, je vais te lancer sur Miami. Toi qui les aimais bien, hein, on t'a entendu toute la saison un peu défendre Miami, défendre Bam Adebayo aussi. Bah tiens, qu'est-ce qu'on pense notamment de la série de Bam? Et après, vas-y sur le hit, bien sûr. Bah Bam, c'est un peu un récidiviste maintenant à ce stade. C'est frustrant d'aimer un joueur comme Bam quand on voit le contraste qu'on peut avoir entre son match 3 où il est dominant et le reste de la série où il est parfois chétif. Il va beaucoup être dans le début de l'action, il va parfois donner le ballon, poser les écrans, mais je suis assez déçu aussi je trouve qu'il a beaucoup accepté les tirs que Boston lui a forcé à prendre, notamment il y avait beaucoup cette espèce de flotteur à 2 mètres qu'il a mis de manière très très variable sur la série. Il a beaucoup accepté ça. Alors c'est un tir qu'il peut mettre en saison régulière, mais globalement j'aurais aimé aussi le voir plus dominant, parce que autant il y avait du nombre du côté des Celtics, mais il n'y avait pas forcément un joueur plus fort que lui. Il n'y avait pas de joueur plus fort que lui. Donc j'ai été assez déçu à ce niveau-là. Puis par rapport à Miami, c'est pour ça que j'avais pronostiqué Boston. Leur attaque m'avait terrifié. Enfin, j'avais vu leur attaque contre les Hawks, je l'avais vu contre les Sixers. Sur séquence, ils étaient vraiment pas bons. Et on parlera à Boston sur séquence, c'est aussi une attaque qui a de grosses difficultés. Mais moi, j'ai vraiment trouvé que Miami, c'était... on va dire que Miami, il n'y a pas de Jaylen Brown, dans le sens où il n'y a pas de... Même si tout Jaylen Brown qui naît avec les critiques qu'on va émettre, il n'y a pas de... un B+, en gros, pour suppléer Jimmy Butler. Et puis l'attaque de Miami aussi, quand Kyrie n'est pas à 100%, ça manque de mecs pour passer. Donc c'est compliqué. Tyler Hero peut mettre des shoots compliqués. Il n'y a pas Duncan Robinson qui joue pas sur la série. Donc Oladipo reste un joueur qui renaît, mais niveau shooter, c'est pas au niveau des autres qu'ils ont sur le banc. Donc c'était compliqué en attaque. Et défensivement, je trouve qu'ils font une bonne série. Je trouve vraiment qu'ils font une bonne série, mais je pense qu'ils perdent la série sur le reste. Et puis, je reste persuadé que ce 4-3, il est bien payé pour Miami.
Alors, il y a les blessures, mais sur la longueur de la série, je trouvais Boston plus fort 70% du temps, quand même. Oui, en nombre de cartons gagnés, t'en avais parlé au milieu de la série. Miami s'en sortait très très bien, était à 2 victoires en 2 cartons gagnés. Donc, c'était assez bienvenu. Mais après, comme vous l'avez dit, sur cette attaque, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Bon, l'histoire du 1B, comme tu dis, Ben, sur le papier, le 1B, c'est Kyle Lowry ou c'est le Tyler Hero en saison régulière. Là, tu les as tous les deux en limité. Du coup, tu te retrouves avec Alan, comme tu l'as dit, avec un Jimmy Butler en soleil, en héliocentrisme, en tout cas offensif, et qu'il faut saluer. D'ailleurs, Jimmy Butler, on en a parlé un peu ensemble avant d'enregistrer, la capacité de Jimmy Butler à se muer en play-off, en ce mec qui, tu lui donnes la balle et il va chercher les points. Il fait des matchs. Alors, il a eu des trous d'air en milieu de la série. Ça quand peut même. passer des réactions parce que les matchs 4 et 5 ils sont vraiment moches. De Jimmy Butler. Ouais, il l'a dit lui-même en interview. Là, je lisais cet après-midi en préparant que pour lui la série elle se perd lui se blâme lui-même sur ces 2 matchs-là, ces 2 non-matchs entre guillemets. Mais c'est quand même une performance à saluer de passer du joueur qui joue, qui fait son, tu le disais, un 25-5-5 en saison régulière tranquillement, et au moment où il y a plus que toi et donc vas-y gars, va nous chercher les points, sans être un énorme shooter, même s'il a quand même pris 2-3 points qui ont commencé à faire un peu peur quand il commence à les mettre. Dans le match 6, il met 4 paniers à 3 points. Un 4 sur 4 en plus. Non, 4 sur 6, je crois. Il en a raté un peu sur la fin, mais il a mis les 3 points, alors que normalement, il en met pas. Il en prend même pas d'abord. Oui, voilà, il les prend même pas en saison régulière, mais voilà, tes shooters à 3 points, comme tu l'as dit, Ben, ils étaient pas là, ou ils avaient pas la capacité, en tout cas, de les mettre aussi, de manière aussi consistante qu'ils ont pu le faire précédemment. Après, voilà, ce supporting cast, au-delà des blessés, on a des joueurs qui, j'irais pas jusqu'à dire que c'était des inconnus en NBA avant cette saison, mais quand même, t'arrives en finale de conf avec Duncan Robinson qui a moins joué, mais des Gabe Vincent, des Max Strus, voilà, c'est des joueurs, des Caleb Martin, effectivement, voilà, c'est des joueurs que t'attendais pas forcément, et là, tu t'es heurté. T'avais une attaque déjà qui était compliquée, qui jouait quand même sur tes individualités, sur un Tyler Hero toute cette saison, et là, tu t'es heurté à une très très bonne défense des Celtics, qui sont la meilleure défense d'ailleurs de ces playoffs. Forcément, ça se voit. La blessure d'Hero est clé dans la série. Parce que même si dans les 2 premiers matchs et demi qu'il joue, il est pas très adroit, comme l'a dit Ben, c'est le deuxième. Alors, sans Kyle Lowry, c'est le 3e meilleur passeur de cette équipe. Et surtout, c'est un des seuls joueurs qui peut générer un peu d'attaque sur pick and roll. Un petit peu qui peut d'ailleurs jouer à 2 sur pick and roll avec Bam Adebayo, ce qui n'a pas été beaucoup fait parce que les porteurs de balle sur pick and roll, Boston comprenait bien quand il y avait Gabe Vincent ou Oladipo qui essaient de jouer un pick and roll, tu pouvais vraiment t'occuper beaucoup de Bam Adebayo et pas avoir trop peur de la menace du pull-up. Hero est très bon en pull-up, dans le mid-range notamment. Donc ça a vraiment changé beaucoup de choses pour eux parce que tout Gabe Vincent Gabe Vincent n'est pas Tyler Hero. Donc ça a changé beaucoup de choses pour eux. C'est d'ailleurs pour ça, je pense qu'ils font beaucoup jouer à Oladipo à la fin, parce que le Victor Oladipo de 2022 n'est pas celui de l'époque, mais il apporte cette semi-menace d'un mec qui peut se créer un peu des choses pour lui-même et un peu pour les autres. C'est une espèce de substitution à Tyler Hero en bien moins forte et dans un profil un peu différent, mais il y avait beaucoup cette interrogation autour du temps de jeu d'Oladipo. Pour moi, c'est ça. C'est une réponse à j'ai pas vraiment de mec pour porter la balle sur pick and roll. Il me faut des mecs capables de tirer ou de pénétrer un peu parce que ça manque de pénétration et on va y revenir des 2 côtés. Donc c'était un peu l'idée de faire jouer Oladipo, je pense, de la part de Spoelstra. Et puis il y a aussi parce qu'Oladipo est un bien meilleur défenseur et que aussi. Moi ça t'assure ça. Duncan Robinson ne joue pas, par exemple, pour prendre l'exemple inverse. Duncan Robinson ne joue pas parce que n'est pas bon en défense. Il s'est fait cibler, notamment la série d'avant contre Milwaukee. Et Oladipo fait une très bonne série contre Milwaukee. Et donc automatiquement dans la tête ça joue, quoi. Duncan Robinson a été vraiment dans la rotation que sur un match, c'est le 5. Parce que dans le 4, il joue dans le tout dernier quart-temps, mais dans le garbage. C'est le garbage time. Et le 6, il rejoue assez peu, voire même pas de mémoire. C'est le 5 où il est vraiment utilisé. Il met quelques tirs, mais il se fait cibler, quoi. Et c'est pas possible. Il se fait cibler par une attaque des Celtics en plus qui est, on va pouvoir en reparler un peu des Celtics, qui n'est pas non plus transcendante, qui quand même dépend. Alors effectivement, on a quand même vu, on voit des belles choses, les progrès de Tatum, notamment ce fameux coup de gueule au milieu de la saison, dont on a beaucoup parlé, de Marcus Smart en disant que Tatum et Brown ne savaient pas faire de passes. Bon, manifestement, il faut quand même plus de passes, en assist percentage. D'ailleurs, les 2 finalistes sont les 2 premiers sur ces playoffs. Donc ça tourne un peu mieux, mais l'attaque des Celtics globalement est quand même
doit beaucoup à Jason Tatum, MVP de ces finales de conférence, puisque maintenant c'est un titre. Vas-y Alan, vas-y. Non, vas-y. Moi, vous connaissez mon point de vue. Peut-être les auditeurs savent, je suis pas très confiant dans l'attaque de Boston depuis le début des playoffs. Donc, c'est pas une excellente attaque de playoffs. Ouais, Tu voulais dire un truc du coup, Ben? Il manque de plusieurs choses en fait. Alors d'abord moi c'est vraiment les fins de match, je trouve, qui sont super révélatrices. Je me suis refait la fin de match du 6 et du 7 avant de dormir et de me réveiller pour enregistrer, phrase que je ne sais jamais. Le 3 aussi. Dire. Le 3 aussi. Tu vois qu'il y a beaucoup d'abord, ils ont pas assez de menaces sur le drive. C'est-à-dire qu'il y a que Tatum qui drive assez bien. On va pas lancer Alan sur le dribble de Jaylen Brown parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. En dehors de ça, il y a pas de joueur pour driver. Donc c'est assez compliqué au niveau des passes. Alors je te rejoins Adrien, ils font des passes mais ils perdent des camions de ballons. Enfin, je crois que Tatum et Brown, ils sont 1-2 en termes de turnover sur les playoffs par match. Donc ils perdent beaucoup de ballons. C'est une attaque où, alors quand ils mettent dedans, c'est très très fort, mais encore une fois, sur les fins de match, je trouve qu'ils ont tendance à subir ce que leur donne l'adversaire. C'est-à-dire que Miami avait très clairement comme plan de laisser shooter Marcus Smart. Et je comprends pas pourquoi du côté de Boston, Smart se retrouve dans le corner où du coup son défenseur peut aider, mais facilement. Et Smart est pas à l'initiation de l'attaque et pas sur de la pause d'écran. Enfin bref, il est en dehors de l'action et c'est tellement facile à défendre pour Miami. Donc oui, cette attaque de Boston, elle est pour une équipe qui va en finale, c'est assez défaillant quand même, je trouve. Mais comme on l'a dit, ils ont une défense qui peut être historique, je pense, enfin qui peut se rapprocher de ça, donc ça va compenser. Mais ouais, je suis déçu de leur manque de la palette est pas large. En fait, elle est assez limitée. Et la défense compense jusqu'à une certaine limite parce qu'on on retrouve, Alan, tu pourras confirmer ou non, mais quand même, je trouve de cette inconsistance de l'attaque de Boston qui fait qu'il y a toujours ces périodes dans les matchs où à un moment il y a un trou et donc même si ta défense est très forte, tu finis par prendre 1-2 paniers, à prendre un run, il y a une espèce de momentum qui se crée et tu te fais des frayeurs que tu pourrais t'éviter en ayant une attaque un peu plus, des moments où tu pouvais avoir une attaque un peu plus carrée peut-être. Ouais, sur les premiers matchs, il y a des runs où on met plus un panier. Troisième carton du match 1. D'ailleurs, où attaque et défense sont liés parce que, pour moi, honnêtement, sur les premiers matchs et même sur l'ensemble de la série, la plupart du temps où l'attaque de Miami ça a bien fonctionné, c'est quand on perd des ballons. Et donc ensuite, ça court et ça offre des positions faciles à Butler, à Adebayo. Sur attaque placée, on a fait une excellente série défensive. Mais quand on perd des ballons, comme on a des joueurs qui ont des soucis de dribble notamment, comme Smart, comme White, comme Brown, c'est le gros souci du jeu de Jaylen Brown encore. Enfin, tu perds des ballons et ensuite t'arrives pas à mettre. En fait, la meilleure manière de moi, ce que je me disais hier soir, c'est à un moment dans le quatrième quart-temps, je dis ok, il faut passer les 100 points, il faut arriver à 105 points. Si on passe les 105 points, ils n'arriveront pas à mettre assez de paniers. Et en fait, tu te retrouves avec, comme l'a dit Ben, le hit qui prise à 2 voire à 3 parfois sur Tatum, juste pour faire une chose, c'est lui faire lâcher la balle. Parce que donc il lâche la balle et après tu as une situation de 4 contre 3 ou de 3 contre 2 et on n'arrive pas à la gérer quoi. On n'arrive pas à la gérer. C'est Horford moi là-dessus que j'ai le plus confiance si jamais on doit avoir ce genre de situation ballon. J'aurais aimé voir Horford en pause d'écran qui vient aider un peu. Lui souvent il prend la bonne décision. Après voilà, le tirer dans le coin, faut le mettre sur un kick-out. Mais moi la fin de match elle me terrifie mais elle m'a pas surpris honnêtement. Moi, elle m'a pas surpris. J'étais jamais tranquille. Hein. On n'est jamais tranquille avec cette équipe-là. Dans la bulle, ça arrivait déjà. Dans certaines périodes, ça arrivait déjà quand ces joueurs-là n'ont pas cette. J'ai jamais l'impression qu'il y a une main mise sur l'attaque. Sur le match, oui, il y en a une, mais sur l'attaque, je vois pas 3-4 actions de suite où on se crée un shoot simple, un look, comme disent les Américains, facile ou quelque chose d'assez fluide. Donc c'est très Tatum dépendant. Il a progressé à la création. Depuis 2 ans maintenant, il est quasiment si pas décisif sur les playoffs. Enfin, c'est un Tatum qui était un peu labellisé comme un scoreur. Ce qu'il est, hein. Ce qu'il est, parce que le shoot qu'il met sur Butler hier, là, à mi-distance, c'est un move incroyable, mais c'est très Tatum dépendant. Ça dépend de l'adresse des role players. Quand Williams a pas très bien shooté sur la série, Pritchard n'a pas pu jouer sur pas mal des matchs. Donc,
comme Horford a pas mis dedans, Horford, Grant Williams et Derek White mettent dedans, je pense qu'on est extrêmement dur à battre. Mais c'est la variance, comme avec Dallas. Bon, on pourra en reparler de cette variance quand on fera le match-up Warriors, mais avant de conclure, j'aimerais quand même qu'on revienne sur le moment de stress, parce que c'était quand même le débat qui a agité les réseaux sociaux cette semaine, donc le moment, à savoir un tir pris, alors non pas par les Celtics, mais par Jimmy Butler, à la fin du Game 7, qui prend un 3 points en transition. Alors Ben, je vais te donner la parole parce que tu as changé d'avis entre justement hier soir et avec ta nuit. Oui, j'ai beaucoup changé d'avis parce que je t'avoue que la première réaction, c'est direct, il doit pas prendre ce tir. Genre, au moment où il le prend, je me dis, non. C'est la réaction principale qu'on a vue. C'est la réaction de base où tu te dis, il doit pas prendre ce tir. Parce que tu te dis, il peut attaquer Horford et tout. Et en ayant beaucoup réfléchi, je me demande, en fait, pour moi, la clé par rapport à ce tir, c'est une autre question. Est-ce que tu crois dans les chances de victoire du Heat si ça va en prolongation? Parce que si tu penses que le Heat peut gagner en prolongation, je pense qu'il doit pas jouer comme ça. Par contre, si tu penses, et beaucoup sous-entendent qu'en gros le Heat a aucune chance en prolongation parce que, enfin en tout cas parmi ceux qui défendent la théorie du tir, en expliquant que Butler est pas sorti, ils sortent un run un peu cosmique, mais enfin c'est difficile d'imaginer les Celtics en panne comme ça, même si on a dit que leur attaque de fin de match est compliquée. Donc ça peut se comprendre parce que Butler le prend avec 16 secondes restantes. Boston a un temps mort, Miami aussi. Connaissant la NBA, il devrait avoir la dernière possession. Boston, encore une fois. Enfin, Boston devrait tirer assez rapidement. Enfin, ça peut se comprendre. Par rapport à ça, moi, mon seul problème vis-à-vis de ce tir, c'est la qualité du tir. Il le précipite, je trouve, vraiment. Enfin, il n'est pas vraiment dans ses appuis, il le force beaucoup. Après, je suis pas vraiment dans la théorie de ceux qui pensent qu'il aurait dû absolument pénétrer parce que c'est pas un 2 points cadeau face à Horford. C'est juste la précipitation du tir qui me gêne, surtout que quand on regarde l'action, c'est un 3 contre 3 en repli défensif. Et alors oui, la balle est touchée après, mais t'as très peu de chances d'avoir le rebond parce que Oladipo et Strus sont déjà dans les corners. Donc en fait, c'est vraiment un tir pour la gagne. Puis quand je lis que Butler a dit « je joue pour la gagne », je pense qu'il veut dire qu'en réalité, je veux pas faire de prolongation. Donc si c'est son idée de base, ne pas faire de prolongation, je peux comprendre l'idée parce que faut pas laisser Boston à 2 points avec un temps mort et 15 secondes si jamais t'avais pénétré. Enfin, c'est trop une situation avantageuse pour eux. J'avoue que j'avais eu la même réaction. Ma première réaction était la même que la plupart des personnes et la tienne bien en me disant choke Jimmy là. Tu t'as pas besoin de le prendre. C'est vrai qu'il le prend, comme tu l'as dit, de manière précipitée. D'un autre côté, la décision se prend hyper vite. T'es sur une espèce de transition à 15-20 secondes de la fin. Elle est hyper difficile à prendre cette décision. Alors dans sa tête, il y a 1 milliard de choses et oui, il est déséquilibré. Mais après, comme tu l'as dit, entre le drive contesté contre Horford et un pull-up wide open, parce qu'il y a aucune contestation. Alors certes, il est pas sur ses appuis, mais il en a mis un dans le match dans la première mi-temps. Il est quand même relativement confiant. Ils sont sur un run. C'est difficile de condamner en disant c'est un mauvais shoot. Après, c'est un choix. Je pense que c'est quelque chose de philosophique. Je vais te donner la parole là-dessus. D'ailleurs, Alan, dans cette situation-là, il y a plusieurs écoles. Il a essayé de prendre le tir. Je pense qu'on peut pas vraiment blâmer. Il fallait faire un choix et bon, il le met pas. Il a perdu. Voilà, fin. Ouais. Statistiquement, c'est un mauvais tir parce que Jimmy Butler n'est pas le meilleur pull-up shooter de NBA en termes de volume et en termes de réussite. Mais si on s'écarte du côté statistique et qu'on regarde un peu le momentum et comme a dit Ben, la physionomie du match, comme on est, j'avais pas pensé à cette idée qui peut-être d'éviter la prolongation parce que pour moi j'avais très peur sur la fin de match, c'est que Brown et Tatum sont à 5 fautes, 4 ou 5 fautes les deux. Donc, j'étais terrifié d'une potentielle prolongation parce que si tu retires un de ces deux joueurs-là, c'est très problématique. Mais dans l'autre sens, ça se voit aussi avec un Butler qui est pas sorti, Adebayo qui est cramé aussi sur la fin de match. Ils sont tous cramés. Hein. Tous les 10 joueurs sur le terrain sont complètement cramés sur la fin du match. Donc moi j'ai pas de problème avec ce tir honnêtement. J'ai pas de problème avec ce tir parce que t'as gagné donc. Oui, mais on est sur un joueur qui a mis quoi, quasiment 80 points sur plus de 80 points en 2 matchs quasiment. 47 plus 35, ça fait, je suis nul en maths, c'est 82, donc il a mis plus de 80 points. Un joueur qui, enfin, je sais pas, j'ai pas envie de parier contre Jimmy Butler. J'étais pas un croyant de Jimmy Butler en playoff hors bulle, parce qu'il avait eu
mais là, cette année, sur le dernier mois, c'est un des 3 meilleurs joueurs des playoffs. Donc, Et puis, vu la réussite générale, il y a aussi l'école qui va te dire, essaye de drive et d'amener peut-être une aide. Alors, ce qui est pas sûr qu'elle vienne et que tu kick out sur, donc, c'est qui? C'est Oladipo et c'est qui de l'autre côté? C'est Strus. Qui sont pas en réussite sur ce match. Strus qui vient de mettre un tir quand même sorti de l'humanité, hein, parce que le tir qu'il met pour les ramener à -2, il est ouf. Donc, mais je pense que ça. Et tu vois, ils aident pas, je pense, hein. Non, ouais, en fait, ouais. Laisse Butler. Ce que tu vois statistiquement, c'est ce que, si on veut, analytique NBA Twitter défendre 3 points, parce que entre un 3 points grand ouvert de Jimmy Butler qui donne +1 du coup, et qui donne un avantage certain, et un 2 points contesté contre Al Horford qui te met à égalité, statistiquement, c'est mieux de prendre le 3, en fait. La première option et statistiquement te donne plus de chances de gagner, ouais. Parce que l'avocat du diable, c'est pas de prendre le pull-up à 2 points. Par rapport à Jimmy, qui est peut-être plus à l'aise sur cette range, qui est a priori à Horford défend en reculant, donc il va être plus proche du cercle, il va plus contester le drive que le pull-up à 2. Mais tu joues aussi la prolongation, et là, moi, j'étais plus partisan de me dire dans la prolongation, enfin, vu le run, je pense que mentalement pour les Celtics, au-delà de l'aspect physique, comme tu l'as dit, tout le monde est cramé, mais je pense que mentalement, là, la prolongation, elle faisait mal. T'avais pas envie. Super. Mais t'es à +13 à 3 minutes de la fin et tu vas en prolongation. Ouais. Oui, vous avez, ouais. Et t'es à Miami, en plus, donc t'as toute la foule. Il y a plus personne. Si on sait que c'est pas un facteur incroyable. Ils sont tous partis, les gens. Ils partaient, les gens. C'est les supporters de Miami, on les connaît. Et quand ils sont partis, je me suis dit, putain, c'est la merde. C'est mauvais. Ça me rappelle quelque chose. Mais c'était toi, Ben, qui avait sorti cette stat l'année dernière, comme quoi l'avantage statistique du terrain n'avait pas d'importance statistique globale sur les séries, hors Game 7. Alors là, on est sur Game 7. C'est le seul moment où ça pèse un peu. Et c'est vrai que vous avez raison sur la prolongation. Moi, c'est juste l'impression physique de Miami. Tout le monde est cramé, mais je trouve vraiment Miami a beaucoup tiré sur la corde de ses meilleurs joueurs à ce moment-là. Et Miami fait pas des... Quand on regarde cette dernière minute, des deux côtés, il y a des mauvais choix. Donc je pense que je faisais plus confiance en me disant que la panne d'adresse des Celtics pouvait pas durer 5 minutes de plus que voir Miami continuer, par exemple, avec un shoot comme celui de Strus. Mais si, tu vois, on s'écarte un peu, c'est pour ça que moi je suis terrifié à l'idée de Boston dans une fin de match serrée contre les Warriors. C'est que tu peux pas faire certaines des choses qu'ils font dans cette fin de match-là. Brand qui prend la balle, il reste 1 minute. Ils prennent la balle à 1 minute, ils sont à +5. 14 secondes plus tard, non, 16 secondes plus tard, ils sont à -2. Parce que Brand a fait une espèce de pénétration contre Butler. Il croit voir une ouverture contre Butler et bam, il se prend une offensive et directement Strus marque. Tu peux pas, dans un moment si charnière du match, alors que tu te prends, ça fait 2:30 que tu mets pas, tu peux pas jouer comme ça. Donc, en soi, là où Jimmy Butler, je peux pas le blâmer, c'est qu'aussi, c'est une fin de match où il y a des choix douteux de partout. Donc, en vrai, limite, dans la dernière minute, c'est le choix le moins douteux, son tir. Donc, c'est le plus commenté, mais c'est pas l'un des pires, clairement. Ouais, c'est ça. Donc, par exemple, enfin, je te laisse enchaîner, Adrien, la possession d'avant des Celtics, alors, les 2 dernières grandes possessions des Celtics, c'est cette fameuse pénétration de Brand qui a pas vraiment de sens, et c'est Tatum qui garde la balle pendant il lui donne à Smart à 6 secondes de la fin, j'ai regardé, donc il la garde pendant 18 secondes, et ça se finit par une pénétration de Smart qui vient s'empaler sur Adebayo. Enfin, ça a pas trop de sens non plus ce qui se passe. Donc j'avoue que je suis content de voir Boston passer parce que je les avais annoncés gagnants, mais mes inquiétudes se sont pas atténuées parce que c'était un truc, on était inquiet de ça, et cette série l'a un peu caché, parce que c'est tellement une série où les fins de match étaient pas serrées, on a enfin vu une fin de match serrée, on a pu voir que Boston c'est défaillant parfois. C'est là où ils ont un peu déjoué nos pronostics, parce que tu les avais gagnants en 5, et on s'était un peu dit, si ça va en 7, c'est mauvais pour les Celtics. Donc d'où la frayeur, mais bon, c'est passé, et tu commences à prendre du recul. Je pense qu'on va pouvoir commencer à faire ça, vu que on arrive dans la dernière grosse partie de ce podcast, ça va être cette finale NBA, puisque voilà, les Celtics vont affronter les Warriors. Donc bon, effectivement, pour commencer large, Alan, je vais te donner la parole. Est-ce que la question numéro 1, c'est plus votre attaque, c'est ça qui te fait le plus peur sur cette série? Complètement. Pour battre les Warriors, pour moi, faut mettre je parle pas en rating, en fait, c'est plus, tu vois, je commence un match, pour moi, faut mettre 110 points.
pour battre les Warriors, on va dire sûr. Et c'est vrai que l'attaque des Celtics est extrêmement dépendante de la variance des shooters sur le drive and kick de Tatum. Tatum est devenu un excellent joueur de drive and kick. C'est ça qui a tué Milwaukee d'ailleurs sur pas mal de matchs. C'est ça qui a tué aussi Miami dans le match 2 et dans le match 4. Parce que dans le match 5 et le match 7, c'est plus allez, le match 4, le match 5, c'est Jaylen Brown qui take over un peu à un moment, qui met 4-5 paniers à 3 points dans la deuxième mi-temps. Et le match 7, on commence par un run, on pousse beaucoup la balle en transition en début de match et on se crée des paniers faciles. Et ensuite, c'est du hero ball de Tatum et Smart qui met des paniers incroyables aussi. Donc, j'en veux à Smart sur ces 5 derniers tirs, mais il fait quand même quoi, 22, 9 et 5 hier. Incroyable. Enfin, c'est l'expérience Marcus Smart, hein. Ça fait 8 ans qu'elle dure, hein, pour tous les fans des Celtics. Mais, c'est l'attaque, sa capacité à pouvoir mettre des points, à pas trop tomber dans l'ISO, parce que les Warriors sont extrêmement forts pour te faire changer de plan, te faire aller sur la deuxième, troisième option. Mike Brown là, est vraiment pointé du doigt sur ça, sur le cahier de jeu défensif des Warriors, pour vraiment te faire faire ce que t'as pas envie de faire. Et donc c'est vrai que je pense que la défense des Warriors est peut-être moins forte dans un match-up 1 contre 1 que celle du Heat. Mais par contre, elle offre une polyvalence de choix. Elle offre une capacité à vraiment te faire changer tes habitudes, que j'ai de gros doutes sur la capacité à Boston de remporter 4 matchs offensifs contre les Warriors. Voilà. En commençant par cette opposition, donc attaque Celtics, défense Warriors, il y a aussi un point d'interrogation pour te relancer, Ben, c'est un gars qui est assez important dans cette défense des Warriors, notamment puisque justement dans les 1 contre 1, c'est un mec qui peut encaisser, notamment pour les guards. C'est Gary Payton 2, deuxième du nom. Comment tu vois cette opposition de ce côté du terrain, donc on va dire attaque Celtics, défense Warriors, avec une défense très bien organisée, avec un chef d'orchestre Draymond Green à la baguette. Et comment les Celtics peuvent s'en sortir? Est-ce qu'ils seront capables d'attaquer les différentes versions de cette équipe des Warriors? Parce qu'on a aussi ça, on l'a évoqué rapidement au tout début, avec Looney en 5, en plus petit avec Draymond, avec peut-être du Kuminga, on verra s'il joue. Comment tu vois tout ça? Boston a un vrai avantage sur cette série, c'est leur taille, je pense. Ils sont beaucoup plus grands, beaucoup plus physiques, si on veut, et c'est un avantage sur lequel ils vont pouvoir appuyer, parce qu'ils n'ont pas tellement pu appuyer là-dessus contre les Bucks, notamment, où ils ont joué une équipe qui joue avec parfois Portis, Giannis, enfin c'est des Portis en 3. Portis en 3 qui écarte, donc c'est au rebond, c'est compliqué. D'ailleurs, à noter, en plus, vis-à-vis de Boston, ça doit être une équipe grande qui a parfois un peu de mal au rebond. Au niveau de leur attaque, Alan l'a dit, la défense des Warriors t'oblige à faire ce que t'as pas envie de faire, et moi, je l'ai déjà un peu dit, mais je trouve que trop souvent, les Celtics acceptent ce que leur adversaire leur propose. Alors, c'est aussi un peu le symbole d'une attaque qui se cherche. Donc, je pense que sur le drive and kick, oui, Tatum, ça va être important. Ça va surtout être important pour eux, dans des moments clés, de parfois réussir à se créer des bons tirs. Parce que Alan l'a dit aussi, ça, ils mettent des tirs parfois dans ces moments-là, mais c'est jamais des bons tirs. Il faut se créer de meilleurs tirs, et moi, je trouve qu'ils doivent plus initier avec du Marcus Smart, ou l'utiliser autrement que en mec dans le corner, faire jouer Tatum off-ball, parfois le faire commencer loin du ballon et le ramener face au ballon. L'ironie, c'est qu'ils jouent contre les Warriors qui font ça avec leurs meilleurs joueurs, qui le font parfois pas démarrer avec le ballon. Donc il faut qu'ils jouent plus comme ça. Et j'avoue que défensivement, je pense que du côté des Celtics, il y aura aussi une énorme prime à leur secteur intérieur s'ils peuvent leur faire payer, parce que je pense que du côté de Draymond Green, on aura beaucoup ce rôle, on a parlé de seconde lame, et il faut que le secteur intérieur l'empêche d'être une seconde lame, donc mettre la pression, à voir si Robert Williams et Al Horford peuvent faire le taf. Mais j'avoue que le petit avantage physique me donne un peu d'espoir, mais il faut qu'ils changent un peu certains de leurs principes de jeu, parce que ils vont rien leur donner de gratuit, en fait. Il y aura pas de faille mentale, et ça, les Celtics, on l'a vu sur les 2 dernières séries, c'était déjà le cas, ils ont vraiment galéré. Je suis d'accord avec vous, je vais même pousser encore plus loin. L'attaque des Celtics fonctionne le mieux sur des 1 contre 1 avec Tatum ou Brown qui mettent leur tir, et je pense que c'est la faiblesse, tu l'as dit Alan, des Warriors.
la défense des Warriors, elle est capable, comme tu dis, d'essayer de te piéger et de t'amener à prendre le tir que eux veulent. Et je pense que c'est là que se fait la guerre. Il va falloir que les Celtics soient capables de forcer à des moments les switches qu'ils veulent pour aller avoir les match-ups, parce qu'on a parlé de Jordan Poole, qui peut être ciblé, tu l'avais cité Alan. Je trouve que Klay Thompson, c'est loin d'être le Klay Thompson d'avant. Il est assez, sur les premiers pas, il se fait griller à peu près à chaque fois. Donc, et puis, il y a Stephen Curry qui reste honnête, mais qui n'est pas non plus le plus grand défenseur de la ligue. Donc, là où t'as la force de ton attaque, en tout cas dans ton habitude, dans tes répétitions, étant sur les 1 contre 1, étant la faiblesse numéro 1 des Warriors, ça va être justement de savoir de qui, de l'attaque des Celtics, qui a peut-être moins l'habitude de le faire, va réussir à déjouer le plan des Warriors, qui savent, et ça c'est quelque chose moi qui personnellement me fait plaisir un peu dans ces playoffs. On voit trop souvent, mais c'est un peu normal en saison régulière, des switches concédés très facilement par toutes les défenses. Là, ce sont des défenses, même si les Celtics eux peuvent se le permettre par rapport au profil, mais on concède moins facilement les switches évidents, et on l'a vu par exemple pour Luka pour la série des Warriors juste avant, quoi. D'ailleurs, Boston n'a pas fait que switcher contre Miami. Il y a eu du drop, beaucoup plus qu'on pouvait le penser dans pas beaucoup de moments de la série. C'est ce que tu disais, les pick and roll avec Bam et voilà. Un porteur de balle qui n'était ni Tyler Hero ni Kyle Lowry. Ça a droppé beaucoup sur Gabe Vincent et ça a changé beaucoup de choses. C'était un bon ajustement du Doka d'ailleurs, ça qui sur ces playoffs, franchement, passage. Coach rookie, mine de rien. C'est tout le staff, franchement, et le staff a été très bien construit. Avec des gens des assistants pris aux Spurs et aux Bucks. Voilà, c'est les 2 coaching staff qu'il a un peu vidé. Donc c'était surtout que sur les 2 dernières séries, tu vois, Budenholzer critiqué, mais il va au bout l'année dernière. Et Spoelstra, face à Spoelstra, il est pas ridicule. Non, donc clairement pas. Il outcoach pas Spoelstra, mais il est pas ridicule du tout. Mais vas-y, je suis en prêderie. Non, c'était juste pour la stat, parce que j'ai lu que c'était le premier coach rookie à sortir 2 Game 7. Ouais. Ça fait 2 Game 7 qui gagnent en tant que coach rookie. Alors bon, il y a plein d'autres variables que juste lui, mais c'est quand même une pression assez compliquée, notamment en plus avec les noms que vous venez de citer, qui sont des gros noms du coaching en NBA actuellement. 2 matchs totalement différents, en plus un à la maison ou barrage à 3 points, un autre à l'extérieur, espèce de guerre de tranchées. Donc c'est vrai que mais à culpa non, parce que j'ai jamais critiqué Udoka, mais c'est sur le début de saison, il se cherchait quoi. Et il a fait des choix forts. Je veux plus de Schroeder, je veux plus de Richardson, je veux plus de Langford. Ok, donc on les dégage et puis on prend dès qu'il y a eu son ossature de joueur avec Derek White et Tice et Robert Williams, ça a changé. Sur l'attaque, je vous rejoins complètement. Je pense que l'adresse d'un Jaylen Brown sur mid-range va être très importante parce que Jaylen Brown sera tout le temps d'ailleurs quasiment plus grand que son adversaire qui le défend. Mais comme le dribble de Jaylen Brown, c'est l'éléphant dans le magasin de porcelaine. Il a progressé sur son dribble par rapport à quand il arrive en NBA. D'ailleurs, c'est un joueur qui a progressé offensivement le plus. D'ailleurs, c'est un mauvais exemple parce que maintenant, dès qu'il y a un joueur qui est hyper athlétique à la draft, on dit non, mais regardez, c'est possible de progresser dans le shotmaking et au dribble pour être Jaylen Brown. Oui, mais c'est ce qu'on disait beaucoup sur Isaac Okoro, par exemple. Mais souvent, la progression de Jaylen Brown, elle est anormale. En fait, elle est anormale et elle n'est pas finie. Jaylen Brown ne peut pas dribbler très bas quand il est abaissé au sol et avec des défenseurs plus petits qui ont les mains actives. Type Oladipo, type Holiday, type Gary Payton, qui peut être très chiant là-dessus. Par contre, ce qu'il arrive à faire mieux, c'est naviguer balle en main pour aller sur son spot dans le mid-range. Ce qui a tué Miami sur le match 5, notamment, dans pas mal dans la fin du 3e quart. Et pour avoir revu le match contre les Warriors il y a quelques mois, alors oui, Curry se blesse dans ce match, donc il y a beaucoup de choses qu'on peut pas vraiment tirer parce que les Warriors n'étaient pas au complet. Mais Brown faisait un peu ce qu'il voulait. Il pouvait aller sur son spot assez tranquillement, s'élever. Et ça, même si c'est du mid-range, même si c'est pas très analytique, tes stars en playoff, s'ils sont capables d'aller sur leur mid-range, ça peut vraiment être extrêmement important. Donc, cette variation d'attaque de Boston, parce que Tatum, il va sur son mid-range, mais il peut pouler pas 3 points, il peut aller au cercle, il fait du drive and kick. Horford à la réception du drive and kick, Grant Williams pareil. Cette alternance, Jaylen Brown est peut-être le 2e joueur et quasiment le seul qui peut aller sur du mid-range. Je pense que ça va être important aussi pour lui. Très bien. Eh ben, changeons de côté du terrain. Passons à cette fameuse défense de Boston et cette attaque des Warriors qui, depuis des années, n'a pas changé de principe globalement. Ben l'a dit, avec beaucoup de possession, Curry sans la balle, avec cette menace des tireurs.
parce que je parlais de Clay, je critiquais un peu sa sélection, mais il bénéficie encore du statut de c'est Klay Thompson, donc il est défendu sur le fait qu'il peut le mettre et il va le mettre ton 3 points, donc tu vas le défendre de manière plus serrée. Et cette défense donc de Boston qui peut beaucoup switcher, même ils n'ont pas fait que ça, mais qui n'ont pas joué des équipes avec le mouvement de balle aussi fluide que celui des Warriors, donc ça va être intéressant. Et puis aussi cette fameuse rim protection, parce qu'on a parlé de cette absence du côté des Mavs qui ont des difficultés face aux pénétrations des Warriors. Ben, du coup, on va repartir vers toi. Comment tu sens est-ce que la défense des Celtics, qui est la meilleure défense de ces playoffs, peut prendre la mesure de la fameuse attaque des Warriors? La défense des Celtics, c'est un peu une défense, on s'en plaint parfois, mais de partie d'échec de playoffs. C'est-à-dire qu'en gros, quand on est à la chasse au mismatch, les Celtics te posent un problème parce que il y a pas de mismatch. C'est-à-dire que tu peux, le fameux écran qu'on critique très souvent, là, allez, ramène-moi ce mec-là pour qu'on fasse le switch et que je l'attaque lui. En fait, l'attaque des Warriors fonctionne pas tellement sur cette base-là et plus sur une base de, tu l'as dit, de mouvement loin du ballon. Et ça va être une donnée différente pour Miami. Peut le faire d'une certaine mesure, mais le problème c'est Miami va le faire quand il y aura Hero, Duncan Robinson, et il y en a un qu'on a vu 15 minutes et l'autre était blessé. Donc en fait, on n'a pas tellement vu ça. Par rapport à Boston, je pense que ça sera vraiment leur capacité et le défenseur de l'anéantide peut en témoigner, la capacité qu'auront les Smart, etc. à naviguer loin du ballon. Et ce qui est, comme vous l'avez dit, c'est nouveau pour eux. Par rapport à la protection de cercle, je pense que ça a posé quand même beaucoup de problèmes aux Warriors. Parce qu'ils ont joué des Mavs où il n'y avait pas de protection de cercle. Et on a vu quand même que Jaren Jackson leur a posé énormément de soucis avec Memphis sur la série. Et là, ils ont alors Robert Williams à 25%, ils ont alors Ford. Donc moi, je suis assez inquiet si là où c'est plus les Warriors d'avant, c'est que si tu leur barres complètement l'accès au cercle, je pense pas qu'ils s'en sortent. Enfin, genre, il leur faut cet accès au cercle-là, et il faut pas non plus que l'accès au cercle soit réservé à des joueurs un peu plus athlétiques, un peu plus physiques, parce que je pense qu'Andrew Wiggins peut s'imposer, mais c'est pas vraiment son jeu, et un mec comme Kuminga a pas le niveau encore pour être dans la pénétration à outrance. Donc, j'avoue que autant je suis inquiet pour l'attaque des Celtics, mais je trouve que ça mixe pas bien pour celle des Warriors aussi, parce que tout mouvement de balle qu'ils ont, si le mouvement de balle est un peu contré sur du 1 contre 1, faut espérer des mauvais shoots réussis d'un Curry, d'un Poole ou d'un Thompson. Parce qu'en face, ils auront tout le temps un défenseur plus grand et jamais un mauvais défenseur. Donc c'est un match-up qui est assez compliqué pour eux. Ouais, les Golden State Warriors pourraient se retrouver dans le rôle un peu des Mavs contre eux-mêmes la série d'avant. On va avoir le besoin de tes 3 joueurs extérieurs. Et si tu transformes cette série en réussite au shoot, en concours de réussite au shoot, c'est pas si évident de shoot extérieur, hein, j'entends. C'est peut-être pas si évident pour les Warriors, c'est peut-être le meilleur scénario à l'âne, mais effectivement, comme l'a dit Ben, la santé de Robert Williams peut être un vrai facteur. Je parlais de celle de JP2, mais celle de Robert Williams peut être déterminante aussi. Elle est clé. Elle est clé parce que on en parle assez souvent ensemble, depuis même qu'on fait le podcast. Je trouve qu'il y a une mauvaise appréhension historique de ce qu'est l'attaque des Warriors. L'attaque des Warriors, c'est pas une attaque basée beaucoup sur du pick and roll. C'est pas une attaque basée sur énormément de drive and kick. C'est une attaque qui était extrêmement basée dans l'ISO, quand elle avait Kevin Durant notamment. C'est juste une attaque qui te, comme je crois Ben le dit souvent, qui te fait défendre chaque centimètre du parquet et qui te permet aussi par le mouvement de balle de toujours essayer de. Je trouve personnellement que l'attaque des Warriors, elle te tue physiquement par le mouvement qu'elle te fait faire sur tes extérieurs et qu'après elle profite du fait que tu mets plus un panier parce que t'es crevé et qu'ensuite elle va pouvoir un peu assainir un coup de poignard avec un ou deux tirs primés de loin sur ta transition. C'est souvent ça les runs dans le 3e quart-temps historique des Warriors. Tu t'es un peu cramé sur la première mi-temps. T'as bien défendu, t'es un peu dans le match, t'es là, mais tu t'es cramé, donc tu mets plus un panier. Et parce que tu mets plus un panier, eux ils vont en mettre parce qu'ils ont un talent de shot-making historique. Et en plus, tu vas commencer à perdre des ballons et à faire tout ça. Et c'est pas une attaque qui, je trouve, action après action, s'offre des tirs incroyables ou des tirs super simples. Mais c'est plus dans cette usure. Là où j'ai confiance sur la défense de Boston, c'est sur la protection de cercle, comme tu as dit. Alors il faut que Robert Williams soit sur le 2e rideau, parce que
Grant Williams et Horford sont parfaits pour prendre le premier contact sur le drive, et Robert Williams, il fait tour de contrôle qui arrive après. C'est un nouveau mot en anglais d'ailleurs, le roamer, il s'appelle ça. Le roamer. Donc c'est deuxième rideau qui arrive et qui contre un peu, qui se balade. Exactement. Giannis le fait trop bien. D'ailleurs, du côté de Milwaukee, derrière Brook Lopez. Donc ça va être clé pour ça. Et Smart et White sont clés. Parce que White l'a super bien fait quand Robinson était là dans la série, et il l'a super bien fait sur Grayson Allen, sur Pat Connaughton et Wes Matthews. La navigation d'écran. Il est incroyable sur ça. Alors, il y a beaucoup de défauts en Derek White, vraiment. C'était pas le joueur que je connaissais le plus quand je regardais pas tout le temps San Antonio. Un joueur des Spurs. Voilà. Je regardais pas tout le temps San Antonio. Donc là, j'ai vraiment pu rattraper tout mon retard sur le joueur qui est Derek White. Autant il peut être très frustrant offensivement par moment, autant défensivement, off-ball, il est incroyable. Il anticipe le fait que l'attaquant va anticiper. Et donc, il est tout le temps là, sans faire faute. Il fait jamais faute quasiment d'ailleurs sur les contestations de 3 points. Donc, sur Clay, sur Curry, off-ball, sur Poole par exemple, il va être essentiel. Smart a toujours plutôt bien géré Curry. Historiquement, on est, je crois, l'équipe qui a le meilleur pourcentage de victoires depuis 2015 contre les Warriors. Je crois depuis que Kerr est arrivé, je crois que vous êtes même les seuls à être en positif, une connerie comme ça. C'est ça. On a toujours bien joué. Smart a toujours un peu embêté Curry. Donc sur ça, comme l'a dit Ben, je me fais pas trop de soucis sur le fait que Boston peut être peut être positif sur plusieurs cartons de suite contre l'attaque des Warriors. C'est plus l'autre côté du terrain qui me fait peur, en fait. Donc Et quand même sur cette défense, tu vois, t'as parlé de la fatigue physique, ce qui est le cas parce que il y a beaucoup d'écrans off-ball et des systèmes qui se répètent, mais je trouve qu'il y a aussi peut-être une fatigue mentale, et c'est là où la répétition va être intéressante, c'est parce que cette attaque des Warriors, elle t'oblige à réfléchir un peu différemment. Tu parlais justement de cette navigation d'écran où tu anticipes, mais sur des schémas de pick and roll plus simples, plus fréquents, t'as peut-être un peu plus d'habitude. Là, souvent, il y a des redoublements d'écran un peu plus, faudra bosser à la vidéo, hein. J'imagine qu'ils sont au courant, on leur apprend rien, mais peut-être que pour les défenseurs des Celtics, ça va demander une concentration supplémentaire qui est pas évidente à faire. Ils en sont capables, bien sûr. Mais qui te rajoute une difficulté, une fatigue aussi au fur et à mesure. Des fois, ils mettent Curry en poseur d'écran, donc ça permet d'avoir lui après libéré. Il joue beaucoup de Spain pick and roll, donc c'est-à-dire double écran, et celui qui a posé le deuxième écran ressort ensuite pour récupérer le tir. Wiggins va mettre des tirs comme ça notamment. Il y a une variété. Tandis que, comme on l'a dit aussi, Milwaukee, Brooklyn et Miami, alors ça peut être par des blessures, Miami, par même un petit peu Milwaukee, ça peut être parce que l'attaque était simplement mauvaise tactiquement. Brooklyn, c'était quand même assez stéréotypé par ce qu'on a vu. C'était aussi dû parce que Boston dictait un combat physique et avait la capacité de switch, mais il y a pas moins stéréotypé que l'attaque des Warriors. Et donc c'est super. Les Warriors, peut-être ceux qui sont le moins dans le hero ball, dans les équipes de haut de tableau. Et autre fait sur lequel j'ai envie de t'entendre, Ben, notamment parce que c'est une discussion qu'on va voir revenir et qu'on a déjà entendu, notamment chez Celtics, c'est la différence d'expérience entre ces deux équipes. Là, on arrive en finale NBA et d'ailleurs statistique que j'ai lu sur ESPN cet après-midi qui est assez zéro. Donc il y a 0 match de finale NBA du côté des Celtics et il y en a plus de 100 du côté des Warriors, et c'est que la 3e finale de l'histoire et donc la première depuis 1997 où il y a cette différence donc d'expérience juste de match de finale NBA. Alors ça vaut ce que ça vaut. Est-ce que c'est un facteur qui peut avoir une importance selon toi? Je pense que ça peut avoir une importance résiduelle sur des fins de match, sur des moments clés, mais moi, les Celtics non expérimentés en playoff et en finale NBA, c'est un truc qui m'énerve parce que, alors en fait, il y a 2 théories. Soit on croit vraiment que les finales NBA c'est une espèce de territoire, la forêt vierge, donc t'es jamais allé en finale NBA, tu as aucune idée de ce que c'est vraiment un environnement totalement différent. Ce que parfois disent certains joueurs. Donc pour moi, c'est pas fou de penser ça. Soit tu penses que c'est juste la continuation des playoffs avec un niveau d'intensité supérieur, et les séries de playoffs, je suis désolé, maintenant les Celtics, ils en ont joué beaucoup. Alors oui, forcément, ils ont face à eux l'équipe qui a joué le plus de matchs. Je veux dire Curry, Clay, Draymond. Oui, les mecs, ils sont abonnés au final NBA. Enfin, ils posent jamais de vacances en juin. Forcément, le différentiel fait très mal. Mais alors Ford, c'est 141 matchs de playoffs joués avant ces finales NBA là.
pour moi, la ça stat Tatum que je vous avais donné, que j'ai lu. Donc Jason Tatum a joué plus de séries de playoffs que Tracy McGrady, Spurs inclus. Ouais. Autant, je sais plus si c'était autant ou plus, mais voilà. Ben en parlait, je crois, à la milieu de la série contre Milwaukee, où il disait, il n'y a plus d'excuses entre guillemets, de jeunesse du côté de... Tu vois, la stat qui était folle, c'est dans la série contre Milwaukee, c'était de tête, faudrait vérifier les chiffres, hein. C'était la 14e série ou 13e série en playoff de Jaylen Brown. Giannis, il avait atteint ce nombre le tour d'avant. Genre, personne disait que Giannis était sous-expérimenté en playoff. Donc, je n'adhère pas trop. Alors oui, bien évidemment, le problème se pose différemment contre les Warriors parce que les mecs sont surexpérimentés. Mais Jordan Poole a pas cette surexpérience de playoff. Kuminga l'a pas non plus. Wiggins l'a pas non plus. Ce sont des joueurs importants de l'autre côté. Donc oui, ça peut être une note de bas de page, mais pas. La série va pas jouer sur l'expérience. Je pense que les gens confondent. Ils confondent pas en fait. Je pense qu'ils labellisent le corps de Boston comme inexpérimenté parce que tout simplement la plupart des joueurs ont été draftés en 2015, 2016, 2017 et donc en fait pour les gens je pense que Tatum est toujours un jeune joueur, enfin pas un jeune joueur mais c'est une jeune superstar, tu vois. Et donc en fait il est pas encore vu comme dans son prime et donc quand t'es pas vu comme les fameux under 25, voilà. T'es pas vu comme quelqu'un d'expérimenté. Alors franchement, je crois que je le disais quand on avait fait le DH20 l'été dernier, Tatum est déjà allé 3 fois en finale de conf en 5 ans. Donc des batailles de playoffs, il a toujours joué les playoffs. Jaylen Brown a été 4 fois en finale de conf en 6 ans. Donc les runs de playoffs, il les connaît. Smart a toujours connu les playoffs aussi. Donc Orford, ça fait encore plus longtemps pour Smart. 2014, il est drafté. On est à 18 ou 20 séries, lui. Ouais, clairement, il a tout connu. Orford aussi a connu énormément de batailles. Et puis ensuite, et Boston joue pas énormément de joueurs non plus. Donc en fait, les inexpérimentés, vraiment, c'est plutôt Grant Williams, Peyton Pritchard, Robert Williams, et puis Derrick White qui avait joué la série contre Denver avec San Antonio, la série qui va en 7. Mais je pense qu'en fait, les Sticks sont labellisés pas extrêmement expérimentés parce qu'ils sont plus jeunes que la plupart des équipes qu'on a retrouvées au niveau de la compétition, plus jeunes que les Bucks, plus jeunes que le Heat, plus jeunes que Golden State, plus jeunes que Phoenix. Alors que les Bucks sont pas expérimentés la saison dernière. Non, tu vois, et Boston est beaucoup plus expérimenté que Phoenix. Hein. Boston a beaucoup plus de vécu collectif que Phoenix. Mais Phoenix a Chris Paul. Donc, après, on a vu le Game 7 de cette année. Peut-être, c'est ça. Mais c'est vrai que ça peut jouer. Ce que tu disais, Ben, un mélange entre ce que vous disiez tous les deux. Pour les jeunes joueurs, même si, bon, là, on arrive au step d'au-dessus, apparemment. Et tu peux aussi avoir ce moment quand t'es un jeune joueur, t'es un moment de ta carrière où peut-être des fois, sur ces fins de match, les fameuses fins de match là de Boston, tu vas peut-être un peu plus te précipiter, peut-être un peu plus penser à, bon, bah, pour l'instant, t'y étais pas arrivé. Tu peux avoir cette espèce de mur là où effectivement, pour reprendre un slogan de la politique française d'il y a quelques années, du côté des Warriors, c'est vraiment la force tranquille. T'arrives dans ces moments-là, tu les as vus quelques fois, des dizaines de fois maintenant. Donc au bout d'un moment, peut-être que ça peut jouer sur des détails si jamais la série arrive dans des moments clés très serrés. D'ailleurs, ce qu'on va espérer, vu qu'on arrive pratiquement à l'heure de podcast, je pense qu'on va commencer à parler pronostics. Alors déjà, moi je veux dire une chose, c'est un souhait, c'est pas un pronostic, mais qu'on ait des matchs serrés. Parce que vraiment, quand même on vibre. Alors je sais que c'est mauvais pour le cœur, Alan, voilà. Je suis désolé, mais au moins, moi j'en ai marre de me coucher tard et bon, au bout de 2 quarts temps, je me dis bon là je sais pas pourquoi je reste, mais c'est peu probable qu'il se passe quelque chose. Et c'est un peu embêtant. C'est mieux d'avoir des vraies batailles. Et donc on l'espère ça. Et ensuite, est-ce qu'on espère à quel point est-ce qu'on va aller en 7 matchs? Est-ce que le rapport de force est équilibré? Je gagne un peu de temps pour vous laisser le temps de réfléchir, pour savoir qui je vais lancer, et je vais te lancer Alan en premier puisque c'est ton équipe. Alan, confiant, non confiant, arrivé. Tu l'as dit en plus, hein. Tu te voyais peut-être pas arriver jusque-là il y a quelques mois. Cette fois, t'y es. Il y a 7 fenêtres. Peut-être qu'en face, sur le papier, ils sont plus expérimentés. Peut-être qu'on les voit plus forts. Est-ce qu'on y croit? Franchement, ouais, j'y crois. Je pense que Golden State va gagner. Honnêtement. J'ai Golden State en 6. Mais bien sûr que j'y crois parce que je vois des matchs. En fait, t'affrontes pas LeBron ou t'affrontes pas les Warriors plus KD. Donc pour moi, c'est jouable. Kawhi a réussi à battre les Warriors avec KD blessé.
clé au milieu de la série. Et clé sur le dernier match, je crois. Mais il en loupe aussi avant, donc c'est ça. Bien sûr que j'y crois. Je pense juste que Boston n'a pas affronté une attaque comme celle des Warriors encore, et que match après match, Golden State va réussir à quand même trouver des solutions offensivement, avoir plus de variance que les équipes que Boston a affrontées dans les tours précédents. Et donc, au final, ça sera un peu trop juste offensivement pour les Celtics pour tenir. Faudrait vraiment des role-players. Contre Williams, on n'en parle pas beaucoup. Il a très mal shooté contre Miami, alors que dans les tours précédents, il était incandescent. Il était incandescent sur la saison, il était à 41% d'ailleurs, mais ça reste un role-player, donc ça varie. Est-ce que Peyton Pritchard va jouer? Il a donné de bonnes minutes contre Milwaukee. Il n'était pas jouable contre Miami parce que il y aurait eu un switch d'appelé pour Butler à l'attaque. C'est ce qui s'est passé dans le premier match quand Smart n'était pas là. Et je pense que Pritchard pourrait peut-être jouer quand Curry n'est pas sur le terrain. En même temps, si Poole est sur le terrain, il va demander à attaquer Pritchard. Donc, j'ai un peu peur que l'attaque de Boston soit courte solution. Je pense qu'il manque à Boston un 9e joueur. Je pensais que ça allait être Nesmith, c'est-à-dire un pur 3&D qui défend fort et qui met des paniers à 3 points dans le coin. Vraiment un shooter référencé, ce pourquoi Nesmith a été drafté en loterie par Boston, je le rappelle. En loterie. En 14, il y a 2 ans, c'est pas encore ce joueur-là. Donc, je vois Boston un peu plus court, en manque d'adresse par moment, et les Warriors gagner avec MVP, avec Curry MVP des finales, comme ça on arrêtera de nous embêter avec Steph Curry et sa legacy. Ça sera sur ma pomme. Tu crois pas non plus en Nick Stauskas du coup comme un grand shooter Stauskas, il a joué le garbage time du match 5, il est rentré une minute, il a pris 3 pull-ups à 3 points. Voilà. Nick Stauskas, à un moment donné. Il a envie de jouer, Nick Stauskas. Il est là pour ça. Ben, toi, comment tu le vois? Bon, j'imagine Warriors favori aussi. Est-ce qu'il y a quand même un monde? Parce que t'avais donné les Celtics quand même la série d'avant, contrairement à l'avis global peut-être. Même donné j'ai beaucoup de mal. Ouais, je suis un peu, je suis vraiment fan de vous. J'ai de plus en plus de mal à pronostiquer cette série parce que j'ai vu les deux équipes trop mauvaises. En fait, j'ai vu des périodes où chacune de ces deux équipes dans leur campagne de playoff ont été très mauvaises. Donc j'ai énormément de mal à pronostiquer maintenant parce que j'ai peur que ça fasse un espèce de retour de bâton. Globalement, je donnerais les Warriors favoris, je pense. Parce qu'il y a moins de questions offensives, parce que défensivement, les Warriors, on en a parlé, restent quand même une bonne défense, même si les Celtics pourraient leur poser des problèmes, notamment dans l'aspect physique. Ma crainte, c'est vraiment ce match 1. J'ai commencé à lire des articles dessus et c'est vrai, c'est un match 1 où Boston sort de 2 séries en 7. Ils font la tour des États-Unis, parce que c'est quand même décalage horaire, etc. Je suis très au fait du coup du décalage horaire. Ils enchaînent peu de jours après alors que les Warriors, eux, sont revenus d'un match 5 terminé plus tôt chez eux, donc ils n'ont pas voyagé depuis plusieurs jours. Enfin, j'ai peur de l'entame de ce match 1 et même si Boston a prouvé dans ses playoffs qu'ils ont gagné beaucoup de fois à l'extérieur, se prendre une défaite sur le 1 ferait très mal pour la suite. Donc je vais donner Warriors. Je pense Warriors en 6 ou en 7, mais honnêtement, je pense qu'encore une fois, je vois les Celtics beaucoup plus proches que la majorité. Enfin, vraiment, pour moi, ils sont pas très loin parce que les Warriors sont pas régnants, sont toujours pas régnants. Et je sais qu'on nous critique parce qu'on dit ça. On a le droit de dire que les Warriors sont pas régnants et qu'ils sont en finale NBA. Moi, je vois pas où est le problème de dire que c'est une équipe qui est en finale NBA alors que sur séquence, on les a vus assez douteux. Mais je vais leur donner le titre quand même. Oui, c'est un sujet qui revient régulièrement entre nous. Je pense qu'on peut en parler pour les auditeurs. C'est vrai qu'on s'est habitué à du caviar sur ces dernières saisons. Les finales NBA, on avait des équipes dans le podcast, voilà, c'est ça aussi. Des équipes de très 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 haut niveau, quoi. Les Warriors avec KD, les différentes équipes de LeBron, on a vu quand même du très très haut basket en finale NBA. C'est vrai que parfois les équipes sont peut-être un peu moins fortes. Ça les empêche pas de mériter leur place et d'être, de toute façon, elles sont là. Hein. C'est les meilleures de cette année, donc on va pas non plus. Après, sur ce que tu disais, Ben, sur les mauvaises séquences de ces équipes, j'ai l'impression que celles des Warriors, je les vois de moins en moins souvent au fur et à mesure. Alors peut-être que la série Dallas étant plus avantageuse, ça biaise un peu cette observation-là. Elles sont moins violentes aussi, peut-être, tu vois. Peut-être un peu moins violentes, peut-être qu'ils les ont corrigées petit à petit. Après, voilà, le personnel était différent, donc il faut y faire attention. Et après, il y a ce que tu as évoqué, Alan, cette histoire d'adaptation au fur et à mesure des matchs.
on a beaucoup, on a parlé un peu, on a évoqué Udoka. Je trouve que les Warriors ont cette capacité dans le personnel qu'ils ont, même s'il est un peu plus limité qu'avant, d'avoir peut-être plus d'options possibles, de façon de jouer et de s'adapter à ce que vont proposer les Celtics au fur et à mesure de la série. Donc j'ai l'impression que ça donne un léger avantage à un Kerr expérimenté évidemment à cet endroit-là. Donc on est sur des détails. Moi je suis comme vous, je pense quand même que les Celtics sont très solides et peut-être. En fait, s'ils arrivent à trouver la clé avec leur défense à vraiment gêner les Warriors, je pense que derrière on va pouvoir se poser des questions. Donc j'ai envie. Le Golden State en 6, c'est le pronostic facile. C'est ça qui est embêtant. Le en 6, c'est toujours simple. C'est la porte facile. En 6, c'est simple. Ouais. À 5 ou 7. Du coup. 5, c'est possible. Hein. Honnêtement, avec la fatigue accumulée, Boston qui perd les 2 à Golden State. Ouais. Alors, tu vois, Boston en 5, Golden State en... Alors là, c'est peut-être la séquence qui va ressortir. J'y crois pas une seconde. Ouais, j'ai du mal parce que en 5 ça reproduit du coup le schéma qu'on a vu à Dallas. Je pense quand même que Boston est plus solide à ce niveau-là, parce que dans les 4 qui prennent, mais dans la série en 5 face à Dallas, il y a ce fameux match où ils sont à moins je sais plus combien là. Peut-être, ouais. Et ils reviennent, je pense pas. Bref, vous avez ce genre de trou d'air aussi, ça peut arriver. J'ai le droit de dire une dinguerie. Enfin, j'en ai déjà dit une la dernière fois. Si ça se finit en 5, pour moi, c'est pas Golden State qui gagne. Ah, tu veux dire que c'est les Celtics qui ont perdu quoi. Ouais. Non, c'est Boston qui est champion. Si ça finit en 5. Ah, si ça finit en 5. Ah, d'accord. Je peux pas imaginer une série où Golden State vraiment domine les Celtics sur peu de matchs. Ça va paraître encore moins imaginer une série où Golden State s'écroule et prend qu'un match. Enfin, j'ai vraiment du mal à le voir, ça aussi. Enfin, pour moi, ça finit pas en moins de... Je serais très surpris que ça finisse en moins de 6-7. Je serais vraiment très surpris. Après, Alan l'a vraiment dit, la fatigue. Les Celtics jouent. La première série, c'est un 4-0, mais c'est pas un petit 4-0. C'est un 4-0 où tu dois défendre Kevin Durant, ou c'est une bataille. C'est sorti d'ailleurs. C'est sorti. Il y a plus 18 dans la série contre Brooklyn. Et en fait, c'est le plus petit plus-minus des 3 séries. En fait, l'écart des points, c'est plus 18 sur les 4 matchs. Au total, ouais. Et c'est plus 40, je crois, contre Miami et plus 70 contre Milwaukee. Donc la série. Qui a l'avantage du terrain? C'est Golden State, non? Oui, c'est Golden State. Les 2 premiers matchs sont à Golden State parce qu'ils ont gagné plus de matchs dans la saison régulière, même s'ils sont en tête de série. Oui, non, mais j'avais un doute sur la saison régulière parce que Boston fait 2 et du coup Golden State fait genre 3 ou 4. Ouais. Du coup, c'est un match près, 1 ou 2 matchs près. Ouais. Mais tu vois, enfin, ça fait mal. C'est une série en 7 difficile, là. Tu viens de terminer. Une autre série en 7 difficile. Une série en 4 accrochée. Alors c'est un truc que je dis souvent dans le podcast qui est pas vérifié. Du coup, ça peut hérisser le poil de certains auditeurs. Tu gagnes pas, normal. En théorie, t'es pas censé gagner avec autant de séries difficiles. Il y a un moment où avec une faible rotation, on joue à 7-8. Ouais. Boston ne joue pas à 10. Et bon, on pourra faire le point. Alors peut-être pas match après match, peut-être tous les 2 matchs. On va essayer de s'organiser parce que comme vous le voyez, là, il y a les décalages horaires, il y a les disponibilités de chacun, il y a le sommeil aussi. Qui n'est pas évident à trouver pour ces finales, mais on va faire un point tout au long du parcours. Je pense que comme ça on pourra évoluer l'analyse et puis du coup revenir sur les bêtises qu'on a dit ou pas. D'ailleurs, en tout cas voilà pour ces aussi finales de conférence. On reparlera, on fera aussi les post-mortem, j'imagine, des différentes équipes puisque ça va être très intéressant cette intersaison globalement au sein de la NBA et puis de tirer les leçons de ces playoffs un peu particuliers avec des absents, cette fenêtre qui s'est ouverte ou non pour certains. On aura le temps d'en parler. En tout cas. Merci de nous avoir écoutés pendant un peu plus d'1 heure maintenant. Il est quand même 2h23 du matin en France. Donc il est quelle heure, Ben? Il est 9h23 du coup. Tu vois, plus le podcast avance, plus mes idées deviennent claires et moins les vôtres doivent l'être. Tu vois, Oui, et puis les voix aussi. Je sens que on baisse un peu avec Alan parce que voilà, c'est la nuit, etc. Et que toi, ça s'éclaircit. Forcément, c'est le début de journée. En tout cas, voilà, n'hésitez pas, comme d'habitude, voilà, à nous rejoindre sur Spotify, sur Podcast Addict, sur Apple Podcast, à mettre une note, ça nous fait toujours extrêmement plaisir. On dirait que c'est galvaudé comme phrase, on la ressort à chaque fois, mais vraiment, déjà, ça nous aide. C'est tellement utile. En vrai, je pense qu'on la répète tout le temps, mais les gens s'en rendent pas compte. C'est déterminant pour le podcast. Pour le référencement, etc. Et puis, ça fait toujours plaisir. Nous, de temps en temps, voilà, on va les voir, on s'envoie les messages qui sont sympathiques ou moins sympathiques, d'ailleurs, des critiques qu'on peut entendre. En tout cas, n'hésitez pas à nous retrouver là-bas, sur Twitter également. Je pense qu'on va pouvoir parler. Vous allez pouvoir suivre l'activité cardiaque d'Alan sur Acast, bien sûr. Et puis, écoutez, on cite à son équipe en finale. Ouais, c'est la première fois du NBA. C'est la première fois que ça arrive.
depuis le lancement du podcast en 2016. Eh oui, bah oui, parce que ça me rend très triste parce que c'est la seule fois où je suis pas là pour assister à la décomposition peut-être du mec. Donc ça me rend très triste. tu le rends en décalage horaire en matinée, qu'est-ce que tu veux. En tout cas, merci de nous avoir écoutés, merci les gars, et puis à bientôt pour un prochain podcast. Salut. Salut. Salut.